Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment se déroule un test de phishing. Alors, on va parler de cadrage, la mise en place du cadre, des différents éléments stratégiques qu'on veut exploiter et qu'on veut améliorer grâce à ce test de phishing. La mise en place technique, donc évidemment les différents logiciels, tout ce que vous devez mettre en place et ce à quoi vous devez penser avant de mettre en place ces logiciels-là. L'exécution, donc le déroulement du test de phishing et le post-mortem dans lequel on fait un peu son reporting et on va améliorer ce qu'on souhaite améliorer grâce aux résultats collectés. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas, le cofondateur de Arsène. Arsène, c'est une startup de cybersécurité. On travaille dans la mise en place de systèmes, d'entraîner les collaborateurs face au risque de manipulation, à l'ingénierie sociale, le social engineering. On a aujourd'hui un SaaS de sensibilisation contre le phishing. Il faut savoir que 80% des attaques commencent par un spear phishing et nous on permet d'entraîner les collaborateurs en les mettant en conditions réelles, en les soumettant face à une simulation de phishing et en y packageant du training pour que ces personnes-là soient bien mieux entraînées, confrontées à des situations réalistes et sachent y répondre correctement. Alors, comment se déroule un test de phishing? La première étape, c'est le cadrage. Donc le but, avant tout, il faut le comprendre, c'est quel est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait un test de phishing? Certes, c'est marrant, mais la finalité, c'est pas de rigoler. On doit savoir un peu ce qu'on recherche. La plupart des gens cherchent à déterminer le comportement des collaborateurs face au phishing, ce que j'appelle le point de vue du hacker. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un d'extérieur essayait de rentrer dans la boîte par du phishing? Ça peut être aussi évaluer une menace spécifique, d'accord? Vous êtes au courant qu'il y a un type de menace qui usurpe l'identité d'un fournisseur ou d'un service que vous utilisez. Vous voulez voir comment vos collaborateurs vont réagir par rapport à ce type de menace-là que vous trouvez particulièrement pertinent pour votre activité. Et ça peut être aussi sensibiliser au risque de phishing. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui disent bon, mes collaborateurs sont un peu trop sûrs d'eux, ils sont tous convaincus qu'ils arriveraient à détecter n'importe quel type d'attaque. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu l'accent sur la difficulté que ça peut représenter? C'est aussi un objectif, être très clair sur ce qu'on veut tester, ce qu'on veut faire, pourquoi est-ce qu'on fait un test de phishing. Le meilleur moyen de ne pas compléter l'objectif, c'est d'en avoir plusieurs. Si on cherche à la fois à sensibiliser et puis savoir comment ils se comportent et puis sensibiliser face au risque, on va avoir un problème. Parce que si on cherche à sensibiliser, on va y joindre du contenu de training ou du moins des signaux d'alerte pour les entraîner à les détecter. Mais du coup, les collaborateurs risquent de parler entre eux. On va se retrouver du coup avec une communication interne, donc une mauvaise représentation de ce qui se passerait en cas réel. Donc bien choisir l'objectif auquel on veut répondre avec ce test. Deuxième point, c'est le choix des cibles. Qui est-ce qu'on va aller cibler avec ce test, qui on va évaluer? Est-ce que c'est un groupe, un effectif en particulier, ou est-ce que c'est tout l'effectif? Alors on le déconseille, mais c'est vrai que c'est efficient en termes de temps. Tester tout l'effectif d'un coup, c'est rare en situation réelle. On aime bien nous coller aux situations réelles, mais ça permet quand même d'aller tester 4, 5, 6, 7 000 personnes d'un coup sur une seule opération qui va durer quelques heures et d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la boîte, la surface d'exposition. Et à l'heure du télétravail, la communication interemployée, c'est beaucoup moins. Donc on a quand même des résultats qui sont souvent alarmants. Ensuite, choix du scénario. Forcément, en fonction de l'objectif, on va pas avoir les mêmes scénarios en fonction de ce qu'on souhaite évaluer. Par scénario, on entend toujours pareil, un email, potentiellement un faux site, c'est du credential harvesting, du vol identifiant. Et donc forcément, en fonction de l'objectif, le scénario va changer. En fonction des outils internes aussi, notamment quand on veut faire du vol d'identité, ou du moins se faire passer pour un outil ou une personne, ça va beaucoup correspondre aux outils internes et à ce qui est présent au sein de l'entreprise. Si on veut faire un faux message d'un ERP ou d'un CRM interne, il faut mieux que ce soit le bon. En fonction de la culture aussi, la façon dont les collègues communiquent entre eux, dont ils s'invitent à des événements, tout ça, c'est des éléments qui vont peser dans le choix du scénario. Si vous avez l'habitude de faire des last-minute meetings sur Teams, avec des invitations un peu à l'arrache écrites dans l'événement. C'est un truc qu'on peut reproduire très facilement, mais si c'est pas du tout le code de la boîte et que tous les meetings sont programmés et sur Zoom, ça sert à rien de faire un truc Teams et de les faire dernière minute avec du tutoiement et avec des éléments un peu familiers. Copier le ton et la façon de communiquer, c'est hyper important, pareil pour le choix du scénario. Définition des spécifications techniques, ça va nous servir pour la suite. C'est hyper important de savoir quelle est l'adresse email que vous allez utiliser, quel est le nom de domaine des faux sites que vous allez déployer, parce que tout ça, vous allez en avoir besoin dans la mise en place technique. Ensuite, le choix du timing, d'accord? Donc ça va être en fonction, là aussi, du groupe cible. Toutes les cibles ne travaillent pas à la même heure. Vous allez devoir répartir ces choses-là. On peut avoir des groupes qui travaillent le week-end exclusivement ou inversement que en matinée, où il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte sur le timing. Il y a aussi le droit à la déconnexion. On a beaucoup de clients qui n'ont pas le droit de solliciter leurs collaborateurs avant 8h30, après 19h, pour des notions de QVT qui a été dit au travail. Donc il faut respecter ces éléments-là dans le choix du timing, parce que même si le hacker, lui, s'en fout royalement, c'est quand même une opération qui soit couverte par les RH, soit couverte par la Sécu, mais ça reste quelque chose sur lequel vous devez respecter la qualité du travail. Et puis, on a fait un article sur les meilleurs horaires pour faire une simulation de phishing. Un des trucs qui marchait le mieux, c'est l'afterwork. Donc pour les entreprises qui ont l'occasion et le droit de tester leurs collaborateurs après les heures de travail, en général, c'est une tuerie, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup moins attentives sur leur téléphone portable, en train de faire autre chose, et puis qui sont plus trop dans l'environnement de travail, donc du coup qui se permettent d'être moins attentifs face aux emails. Puis encore une fois, sur téléphone, très dur d'aller voir les liens, d'aller observer un petit peu les détails de l'email. Donc beaucoup plus de compromission. Le deuxième meilleur créneau, c'est un peu avant la pause déj,
Pareil, baisse d'attention, petite baisse d'énergie, on a envie que ça passe, on fait un peu autre chose, on va pas se lancer sur une grosse tâche qui va demander du deep work, un travail très engageant, on va être un petit peu en regardant ses emails, on fait le petit break de la mailbox, et on se retrouve du coup avec des personnes moins attentives et plus susceptibles de se faire avoir. Et puis de toute façon, dans tous les cas, il y a toujours des personnes qui sont notifiées dès qu'elles ont un mail, qui cliquent de manière très impulsive. Mais le timing joue quand même là-dessus. L'afterwork est un très bon créneau. Si vous avez l'occasion de tester, vous verrez, les résultats sont assez impressionnants. Mise en place technique. Donc on a fixé le cadre, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut le faire. Maintenant, on va mettre en place les outils. Alors il y a plusieurs étapes. La première, c'est le whitelisting ou non d'ailleurs. Mais une fois que vous avez déterminé les adresses email et les noms de domaine que vous allez utiliser dans le cadre de votre attaque, il faut l'autoriser sur votre infrastructure. D'accord ? Sinon, les emails vont arriver en spam. La plupart du temps, ça peut être aussi hyper intéressant lors d'un test de phishing d'aller tester les conditions plus ou moins réelles et de voir si votre infrastructure de filtrage va détecter la menace et va vous la signaler ou la bloquer à la porte. Dans la plupart des cas, notre job, c'est de tester les collaborateurs et leur comportement et de l'améliorer. Donc du coup, on préfère mettre en place un whitelisting et que tout le monde voit les emails d'ingénierie sociale, les emails de phishing, de façon à ce qu'on puisse tester réellement l'élément humain. Mais le whitelisting n'est pas une opération obligatoire si vous voulez tester la capacité de votre système de défense et de détection d'analyser et de bloquer les différentes menaces. Le deuxième point, c'est la configuration de l'infrastructure d'attaque. Alors chez nous, forcément, c'est automatique, mais dans le cas où vous faites ça chez vous, sur une infrastructure que vous faites vous-même, que vous déployez un GoFish, Kingfisher ou d'autres outils open source, vous allez devoir les configurer. Ces plateformes-là, on va avoir besoin d'un email gateway, donc d'un serveur d'envoi d'email. Donc il faudra le configurer, il faudra probablement remonter son IP ou ses headers dans la whitelist. Donc il y a tout ce travail de configuration technique, c'est important de le mettre en place de façon à pouvoir exécuter l'attaque. Ensuite, il y a la configuration du scénario, donc il y a le cadrage, c'est un peu les spécifications, dire voilà, on veut ça, mais maintenant il faut le coder. Donc il y a une notion de coder l'email, trouver des façons de coder l'email pour qu'il joue bien sur les différents périphériques. Il y a des problèmes de délivrabilité et surtout d'interprétation des messages. Tous les clients email ne sont pas compatibles de la même façon, donc soit copier un email à l'identique, si vous reprenez un email d'une marque ou d'un service qui existe, le copier à l'identique en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'appels vers leur serveur externe parce que ça peut être bloqué. Donc ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est nous on fournit des packages, on a tout réécrit, on a réécrit tous les emails de façon à s'assurer d'un maximum de compatibilité. On a même d'ailleurs des scénarios d'attaque qui sont beaucoup plus compatibles à travers des clients email que les emails originaux. On a des scénarios qui copient des services qui sont un petit peu plus anciens et qui n'ont pas nécessairement fait le travail d'être compatibles sur 15 navigateurs, 15 téléphones portables. Avant-dernière étape, lancer un test, toujours lancer un test. On a eu plein de cas, encore une fois, qui clients qui sont persuadés d'avoir tout whitelisté et puis au moment de lancer le test, on se rend compte qu'en fait, il y a une sécurité additionnelle, il y a des faux événements qui sont remontés parce que c'est bloqué, donc on va se retrouver avec des robots de détection, des trucs qui se font scanner, scraper, donc on va se retrouver avec des clics et des activités qui ne viennent pas de l'utilisateur, mais qui sont quand même remontés parce que les liens sont cliqués, les emails sont bloqués, donc les données de comportement sont complètement faussées. Puis enfin, c'est programmation d'attaque. Une fois que vous avez tout configuré, que le test est passé, vous allez programmer l'attaque dans le temps, savoir quand est-ce qu'elle va partir, et laisser votre plateforme ou votre outil faire le travail, à moins que vous la lanciez manuellement, chose qui est faisable en fonction de l'heure et de l'effectif que vous voulez tester, et de l'outil que vous utilisez, parce que certains ne peuvent pas de programmation. C'est faisable, ça peut juste être un petit peu embêtant et potentiellement oublié, et du coup pas très rigoureux, donc on aime bien programmer ça dans le temps. Exécution, donc là tout est programmé. Avant ça, il y a une étape qui est optionnelle. D'ailleurs, toutes les étapes de l'exécution sont optionnelles. Si vous l'avez bien programmé, vous pouvez vraiment passer à l'étape suivante qui est le post-mortem. Mais il y a quand même 3 choses qu'on peut faire varier dans l'exécution. La première, c'est prévenir ou non, c'est-à-dire que vous pouvez prévenir votre effectif qu'il va y avoir une attaque. Forcément, ça va être beaucoup moins réaliste. On va revenir à l'objectif, parce que l'objectif, c'est de voir les conditions réalistes ou pas. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez avoir une bien meilleure adoption, parce que vous pouvez faire comprendre pourquoi vous allez tester vos collaborateurs, et du coup, ils vont moins se sentir pris au piège. Le bon compromis, c'est de leur envoyer un mail en début d'année en leur disant que cette année, vous allez faire des tests. Et même si le test part en milieu d'année, vous aurez prévenu, donc vous lui prendrez moins en traître. Et en même temps, au bout de 2-3 mois, ils auront complètement oublié votre mail de notification. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, suivre la progression. Donc ça, tous les outils ne le permettent pas, mais la plupart, à mon sens, le font quand même. Nous, typiquement, on a un live dashboard, donc on a une espèce de comme un chat, et tous les événements remontent en live. C'est intéressant. Il y a 2 trucs. Bon, un côté très ludique, de voir ce qui se passe en live sur le périmètre qu'on teste. Mais le vrai point qui est intéressant, c'est de s'assurer quand même que tout se passe bien. Parce que peut-être que sur le test, on l'a fait sur quelques emails particulières avec des options de sécurité particulières. C'est intéressant quand on lance la plateforme de jeter un œil sur est-ce que tous les emails sont bien délivrés, est-ce qu'on n'a pas un bounce rate. Donc un bounce, c'est quand le serveur de mail de réception dit non, cette adresse email n'existe pas, je ne peux pas livrer cet email. Donc est-ce qu'on n'a pas un bounce rate qui est en train d'exploser, tous ces petits facteurs qui pourraient être sûrs que la campagne tourne bien, parce que souvent on a des échéances assez précises pour faire ce reporting, on a des réunions qui sont prévues avec la direction pour leur présenter les résultats, et si on se plante sur ce truc-là et qu'on attend 72 heures pour en relancer une, on risque de ne pas avoir assez de temps pour collecter de la donnée. Ce qui est le dernier point, la durée de collecte.
Nous, on aime bien avoir une durée entre 24 et 72 heures. Maintenant, c'est pas rare qu'on ait des collègues qui durent bien plus longtemps. C'est plus rare qu'on ait du court, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des employés qui sont à risque et qui vont avoir les comportements les plus compromettants face à un phishing, en général, sont très impulsifs dans leur boîte mail. D'accord? Donc, on va les voir cliquer et rentrer leurs identifiants, par exemple, sur des credential harvesting, très rapidement après l'envoi de la campagne. Donc, en fait, sur les 3-4 premières heures, si on est sur des heures ouvrées, on va avoir la plupart des compromissions et surtout les compromissions les plus rapides. On va récupérer un peu de longue traîne par la suite sur les 24 heures. 72 heures, c'est vraiment si on a des personnes qui sont off le jour où la campagne part et que le lendemain on en récupère. Mais au bout de 72 heures, il n'y a plus grand chose qui bouge, c'est vraiment un pourcentage très faible. Et souvent, il y a déjà eu des remontées en interne sur les canaux de communication interne, je l'espère et je vous le souhaite. Mais du coup, c'est quand même beaucoup moins efficace à partir de 72 heures. Donc en général, c'est une bonne durée de collecte d'événements. Et une fois qu'on a collecté ces événements, c'est l'heure du post-mortem, et donc du coup, c'est là où on va récupérer certaines données de manière à avancer. Parce que l'idée de faire un test de phishing, il y avait un objectif, donc on veut interpréter les résultats face à cet objectif, voir voilà, est-ce qu'on a compris si la menace est effectivement réelle et qu'il faut faire plus de sensible, est-ce que le point de vue du hacker nous satisfait, toutes ces informations-là sont hyper intéressantes. Donc interpréter les résultats, on fait ça en interne avec l'équipe, ou seul pour voir où on en est. Deuxième point, hyper important, c'est les communiquer. On insiste beaucoup chez Arsène sur la culture de l'entreprise, et c'est vraiment un point qui est hyper important. Encore une fois, si vous avez d'un côté les piégés et d'un côté les piégeurs, on va avoir un véritable problème de culture parce qu'on va avoir une opposition, d'accord? Donc l'idée c'est vraiment de mettre tout le monde dans la même équipe et dire voilà ce qui s'est passé, on a simulé, imaginez bien que si c'était un hacker ça aurait pu être un vrai problème, ou alors très bien joué, il y a un taux de signalement qui est énorme et du coup on a vraiment pu voir une superbe progression de l'effectif. Donc tous ces trucs-là sont hyper importants, il faut les communiquer pour pas qu'on garde jalousement les données, un maximum de transparence à ce niveau-là. Attention quand on communique surtout les mauvais résultats, jamais isoler les personnes qui ont des mauvais résultats, plutôt parler des groupes, d'accord? Donc on a un système de groupe assez détaillé chez Arsène. Si vous utilisez Parsec et un autre système, je vous conseille vraiment de faire des résultats par groupe, de manière à pas discriminer, de manière à pas isoler certaines personnes et les antagoniser. Puis enfin, décider des actions suivantes. Dans la plupart des cas, c'est au moins un prochain test pour voir si les résultats, s'ils sont bons, perdurent et s'ils sont mauvais, s'améliorent. Et puis, ça peut être aussi amener de l'intervenant externe pour sensibiliser les groupes les plus problématiques ou revoir la politique de sécurité. Parfois, il peut y avoir des révélations sur des vrais problèmes en termes d'OS ou autres. Typiquement, encore une fois, chez Arsène, on détecte aussi les OS, les périphériques. On peut se rendre compte qu'il y a du Shadow IT, par exemple, qui accède à certains documents. Et donc, tout ça, c'est hyper important et ça peut permettre de déterminer des actions qui vont être particulièrement pertinentes pour améliorer encore une fois la sécurité de l'entreprise. Conclusion, du coup, le test de phishing, c'est un très bon outil à intégrer dans sa stratégie de sensibilisation. J'insiste sur le fait que c'est à intégrer dans la stratégie, ça ne représente pas une stratégie seule, d'accord? Ça ne suffira pas. C'est un superbe outil, ça permet de faire beaucoup de choses, bien mieux que de l'e-learning avec attention, il ne faut pas cliquer ici. Par contre, ça va difficilement permettre de faire un bond en termes de capacité à signalement si à aucun moment on explique à quelqu'un comment lire un lien, comment signaler ou autre. Mais c'est un superbe outil dans la stratégie de sensibilisation. Ceux qui ne le font pas se privent de métriques qui sont absolument incontournables aujourd'hui pour moi dans l'évaluation et la protection face au risque de phishing. On ne sait pas comment se comportent les gens, on ne sait pas s'ils signalent, on ne sait pas s'ils détectent. Donc du coup, test de phishing, pour moi, c'est la base de la stratégie de sensibilisation, mais dans tous les cas, c'est un élément à intégrer et non pas la seule stratégie. Et donc très rapidement, Arsène, on fait du phishing as a service, donc ça permet d'avoir tout ce que je vous ai montré dans la partie mise en place technique et cadrage, de le simplifier, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas automatisé, déploiement de l'infrastructure, mise en place des liens, cadrage des scénarios, tout ça, ça se fait en 2 clics. On a des éditeurs visuels, on a de la sélection de domaines custom, on a tout ce qu'il faut pour vraiment faire du phishing as a service, exactement comme le font les attaquants. Aujourd'hui, c'est une industrie, le phishing as a service, ça se monnaie sur le marché noir. Nous, on a une plateforme qui est là pour la Blue Team, pour entraîner les collaborateurs et de voir comment ils se comportent, et on fournit les mêmes capacités d'attaque avec l'infrastructure séparée, tout ça. Et on permet aussi le conseil stratégique sur le cadrage, donc on accompagne pas mal nos clients sur tirer un maximum profit de ce qu'on offre et de nos outils. Donc du coup, on offre aussi du conseil stratégique sur le cadrage et les post-mortem pour, encore une fois, vous aider à mieux lutter contre le phishing et mieux vous en protéger. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà mes coordonnées, Thomas Lecause, Arsène, tlc@arsène.co. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sensibilisez bien.